Ado-Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur Ado-Fun Web Radio dans On vous dit tout pour une toute nouvelle émission où nous aborderons des thèmes assez extraordinaires et où je recevrai des invités qui nous partageront leurs expériences, leur vécu, leur vision et des témoignages surprenants. Ce soir, notre invitée est Perle Louise. Perle est une médium pure qui a plusieurs capacités, dont l'une d'entre elles est la communication avec les défunts et la purification de lieux hantés. Véritable pont entre le visible et l'invisible, elle nous partagera dans quelques instants son expérience. Et comme chaque lundi, nous terminerons l'émission en musique avec la playlist découverte. Spéciale chanson inspirante. Pour nous écouter, c'est toujours en tapant www.adofun-webradio.com ou via l'appli gratuite Adofun Web Radio pour tablette et smartphone. Sans plus attendre, nous allons tout de suite découvrir le témoignage extraordinaire de Perle Louise. Bonsoir Perle, merci d'être notre invitée ce soir. Bonsoir Jennifer, merci à vous. Perle, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes et en quoi consiste votre activité ? Oui, pas de souci. Eh bien, tout d'abord, donc, je m'appelle Perle, j'ai 37 ans, je suis maman et je suis médium, énergéticienne et je peins. Voilà, donc dans mon métier de médium, en fait, pour l'expliquer de la manière la plus simple, je dis souvent que je vois des choses, je sens des choses, je ressens des choses, j'entends, et aussi parfois je sais, comme si j'avais des évidences, en fait, comme si c'était comme une carte d'identité que je reçois, et c'est factuel, je sais. Et sur le côté énergéticienne, en fait, eh bien, je sens les énergies, je sens les douleurs, je vois aussi parfois les douleurs corporelles, et du coup, eh bien, j'ai la capacité en fait d'interagir avec les énergies et puis de réguler. Alors, je suis pas magnétiseuse, c'est-à-dire que je travaille pas sur les mots physiques à proprement parler. Je travaille vraiment plus sur tout ce qui va être les émotions, les blocages, les croyances, et qui peuvent générer en fait des douleurs chroniques. Donc voilà. Et puis du coup, toutes ces capacités, en fait, elles me permettent de travailler avec les personnes sur différents plans, de faire aussi des guidances, puisque je communique avec ce que moi j'appelle des guides, hein, c'est des êtres qui me donnent des informations. Et je communique également avec des défunts. Et du coup, j'ai cette capacité aussi de libérer en fait les défunts, au même titre que je peux libérer des émotions, libérer des énergies. Eh bien, je vais aussi aider certains défunts à passer, je vais aussi libérer les lieux. Voilà. Donc ma spécificité, en fait, si je dois tout résumer, c'est la libération. Avant d'aborder la thématique des défunts plus en détail, j'aimerais qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître et savoir comment tout ça fonctionne pour vous. Tout d'abord, au niveau de vos facultés, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous percevez les défunts, les énergies? Comment est-ce que ça se traduit chez vous? Alors en fait, ça va se traduire de différentes manières. Les défunts, je vais les voir. Alors je peux les voir comme je vois une personne. C'est-à-dire que je les vois beaucoup comme une image en fait en transparence sur la réalité, mais ça m'arrive parfois de les voir comme des êtres humains. Ben, je vous avoue que je préfère les voir en transparence parce que ça me surprend moi. En fait, ça me permet de faire mieux la différence. Et puis je vais aussi beaucoup ressentir leurs énergies. Ça veut dire que ben voilà, un défunt qui va être en colère, je vais ressentir sa colère. Et d'ailleurs, les premières choses que j'ai perçues, où je savais qu'il y avait quelqu'un qui était dans la pièce, c'était pas nécessairement que je voyais un défunt, mais c'était plus que je ressentais la présence, des émotions, quelque chose en fait qui m'oppressait, qui m'angoissait. Et puis, je les entends en fait, tout simplement. Donc pareil, je peux les entendre aussi bien comme j'entends une personne parler, comme je peux les entendre dans ma tête. Est-ce que vous avez toujours eu toutes ces capacités ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Alors en fait, c'est un peu compliqué de répondre, mais je vais donner quelques exemples. C'est-à-dire que j'ai fait un petit blackout en fait sur mon enfance, et du coup, j'ai pas énormément de souvenirs. Par contre, depuis toujours, j'avais un souvenir, quand j'étais petite, mes parents, ils avaient une maison de campagne et mes grands-parents avaient la maison collée. Je sais pas pourquoi, je dormais chez mes grands-parents, cette nuit-là, et puis, le matin, je me réveille et là, je vois un petit garçon, dans la chambre, et j'avais vraiment très peur. Je vois un petit garçon qui avait un short marron, une petite chemisette blanche, il avait la coupe au bol, il était châtain clair, et je voyais toutes les veines en fait, toutes les veines de son visage, et je voyais ses mains avec des veines, et il avait les lèvres bleues.
Je devais avoir 8 ans et du coup, j'avais super peur. Je me mettais en dessous des couvertures, je voyais sa main. Enfin bon, c'était horrible et puis ma grand-mère, elle arrive et elle me dit: «Bon allez, c'est bon, tu as assez dormi, maintenant tu te lèves». Évidemment, je suis partie en courant, j'ai pas demandé mon reste et j'ai jamais su en fait, mais je me suis dit: «C'est bizarre, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ça me marque. On dirait un rêve, mais est-ce que c'était un rêve ou la réalité?» Et il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, j'en ai parlé à ma mère en fait, je sais plus pourquoi, au détour d'une conversation et elle m'a dit: «Ah non, 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 mais je peux t'affirmer que, en fait, là, c'était bien un défunt». Parce qu'en fait, dans cette maison, avant que mes grands-parents y vivent, il y avait une famille avec 16 enfants et il y a un petit garçon de 10-11 ans, en fait, un garçon de la famille, qui était mort de ce qu'on appelle la maladie bleue. Et donc la maladie bleue, elle avait cette particularité, en fait, où on voit justement les veines apparentes, on voit les lèvres sont légèrement bleutées. Et du coup, elle m'a dit: «C'est quasiment certain que c'est lui que tu as vu, en fait». Voilà. Donc je dirais, à l'âge de 8 ans, j'avais déjà ça. Après, j'ai pas de souvenir. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que, dès l'adolescence, je ressentais beaucoup les gens, c'était très logique pour moi, en fait, hein, je n'étais pas du tout en train de parler de médiumnité, de choses comme ça. C'est-à-dire que je sentais un peu les émotions. Parfois, il y avait des personnes qui pouvaient rentrer dans une pièce, j'avais juste envie qu'elles partent ou de fuir parce que c'était difficile. Mais pour moi, c'était pareil pour tout le monde et vers l'âge de mes 20 ans, en fait, j'ai compris que non, c'était pas du tout pareil pour tout le monde. Parce qu'en allant chez un couple d'amis avec mon conjoint, eh bien, il y a un de ses meilleurs amis qui est arrivé, c'était la première fois que je le rencontrais et comment dire? Et là, il était tout sourire, il faisait des blagues, il est venu me parler, pour me connaître et moi, j'étais tellement mal et je regarde mon conjoint, je lui dis: «Le pauvre, il va vraiment tellement mal» et il me dit: «Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes?» Je lui dis: «Mais si, ça se voit». Et là, il m'a dit: «Non, mais ça se voit pas, je comprends pas ce que tu me dis, en fait». Et quand cet ami-là est parti, on a demandé au couple chez qui on était et donc effectivement, ils nous ont dépeint un peu le tableau de ce qu'ils vivaient, sur le moment, enfin, ils vivaient des événements qui étaient pas évidents et du coup, mon conjoint, il m'a dit: «Mais je comprends pas comment tu as pu le voir, ça se voyait pas, en fait». Et c'est là où j'ai commencé à me dire: «Bon, OK, en fait, ce que je vis, c'est pas pareil pour tout le monde». Voilà. Mais je m'y suis pas intéressée plus que ça quand j'avais 20 ans. Très honnêtement, voilà, je me suis dit: «Bon, OK, il y a quelque chose d'autre que les autres ne sentent pas», mais je l'ai mis de côté et j'ai continué ma vie, en fait. Vous êtes, issu d'une famille de médiums. Est-ce que vos Oui. parents, le sont également? Alors en fait, non. Enfin, ma mère a fait des rêves prémonitoires, mais elle aime pas ça, ça lui fait peur. Et ma mère est quelqu'un aussi qui, quand elle va rencontrer une personne, tout de suite, elle va alors elle dit qu'elle va avoir un avis. Moi, je dis qu'elle a un sentiment et qu'elle reste fidèle à ce sentiment. Soit elle aime pas. Donc je pourrais dire que ma mère, elle a quelque chose, mais comme ça l'intéresse pas du tout d'aller là-dedans et que ça lui fait peur, ben, elle met ça de côté et on n'en parle pas. Après, je sais que du côté de ma maman, il y avait mon grand-père, en fait, qui était barreur de feu et qui utilisait parfois le pendule, mais on en parlait très peu. Et du côté de mon père, par contre, là, c'est une famille un petit peu de sorcières, puisque, en fait, j'ai une tante qui est magnétiseuse, j'ai une cousine aussi qui est médium, j'ai une autre cousine qui voit des défunts, j'en ai une qui fait des rêves prémonitoires, j'ai ma petite sœur qui a tendance à avoir du magnétisme. Enfin voilà, dans la famille, en fait, c'est quelque chose d'assez courant. Et comme ma cousine, qui est un peu plus âgée que moi, elle s'était déjà lancée dans ce métier et que ma tante aussi est magnétiseur sur la région de l'Auvergne, eh bien, voilà, c'est un terrain qui est assez ouvert, en fait. Et dans les plus âgés, il me semble que j'avais, je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui avait la main ou quelque chose. Non, c'était ma grand-mère qui avait les mains. Et donc parfois, sa maman, elle lui demandait de poser les mains pour la soigner, puis voilà. Et ils appelaient ça avoir la main. Ils se posaient pas plus de questions que ça, ils faisaient rien de plus, rien de moins, quoi. Mais c'est vrai que dans ma famille, il y a quand même une ouverture sur les capacités spirituelles assez impressionnante, en fait. On est quand même plusieurs. Et du coup, est-ce que vous en parliez, plus jeune, plus librement à votre famille, à votre entourage? Est-ce que c'était peut-être plus facile pour vous de vivre, ces expériences? Non, parce qu'en fait, plus jeune, c'était assez contradictoire. C'est-à-dire, j'en parlais pas, parce que bon, voilà, je faisais des petits trucs avec ma cousine, il y en a une qui tirait des fois les cartes et cetera. J'ai acheté pas mal de livres. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à plus m'intéresser, à mes capacités, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà une bibliothèque bien fournie, des livres que j'avais achetés dans tous les sens, mais que j'avais même pas lus. Et pourtant, du coup, j'étais bien contente de les avoir parce qu'à un moment donné, j'ai souhaité les lire. Mais en fait, oui, on pouvait en parler assez librement. Moi, je me sentais pas concernée. Très très honnêtement, je me sentais pas concernée parce que ce que j'avais la sensation de vivre, pour moi, c'était la normalité, en fait.
je me posais pas de questions. Je sais pas comment vous dire, c'était intégré à mon fonctionnement et du coup, pour moi, c'était pareil pour tout le monde. Bon, comme je vous dis, après, je me suis rendu compte que non, mais vraiment, c'était pareil pour tout le monde. Et aujourd'hui, avec le recul, évidemment, il y a plein de choses que je regarde où je me dis, ah oui, d'accord, ok, là, c'était ça, bah, là, c'était ça, là, c'était ça. Mais à l'époque, je me posais pas toutes ces questions, j'essayais pas de mettre des mots ou de comprendre quoi que ce soit, parce que pour moi, c'était ma logique, en fait. C'est naturel. Et est-ce que vous aviez, même si c'était pour vous naturel, des peurs ou des appréhensions par rapport, à ce que vous perceviez et viviez? Oui, j'avais hyper peur de tout ce qui était, les défunts et surtout à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai perdu, une tata, qui est décédée d'une maladie, enfin bon, maladie du sang, qui était pas détectée, donc moi j'avais 14 ans et en fait le soir, bon j'ai refusé d'aller à son enterrement, c'était très difficile et le soir en fait quand j'ai été dans ma chambre, je lui ai dit: «Mais tata, si tu m'entends, moi je veux que tu me fasses un signe». Enfin j'étais très malheureuse quoi et là en fait j'ai éteint la lumière et bon j'étais très bordélique, hein, donc je faisais mes devoirs par terre, il y avait des feuilles partout et il y avait un tas de feuilles en fait, en dessous d'une équerre, parce que je faisais des maths je crois et en fait la feuille elle a tourné en dessous de l'équerre. Donc, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, il n'y avait rien. Donc, j'ai eu tellement peur que je n'ai pas dormi dans ma chambre pendant 4 ou 5 jours. Et ça me faisait vraiment très, très peur. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. D'autant plus que parfois, en fait, je me sentais suivie dans mes escaliers. Des fois, je montais en courant. Mais je ne faisais pas nécessairement le rapprochement qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Enfin, c'est comme si je me sentais quelqu'un derrière moi, mais je faisais pas le rapprochement. Tiens, c'est un défunt. Encore une fois, je me posais pas toutes ces questions. Vraiment, c'était pas du tout. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais très attachée à ma vie finalement d'adolescence. Hein. Et, euh, et du coup, parfois il y avait des endroits où je me sentais pas à l'aise. Parfois il y avait des moments où, en fait, je me rappellerai, ça va vous faire rire, mais une fois je rentre et là, dans ma chambre, je me sens pas bien. Donc je me mets en fait en dessous de ma couverture et je laisse juste une ouverture pour mon nez pour pouvoir respirer et j'entends un frottement et le frottement ne s'arrête pas. Mais en fait, j'avais vraiment senti quelque chose et je suis restée comme ça pendant 15 minutes à avoir le cœur qui battait mais à 100 000 à l'heure parce que j'entendais ce frottement et je me disais il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un dans ma chambre. Bon, pour me rendre compte qu'en fait c'était les battements de cils qui frottaient sur ma couverture. Mais à l'origine de ça, et pourquoi est-ce que j'ai eu tellement peur, c'est parce que vraiment j'avais senti quelque chose. Et je pouvais pas me l'expliquer. Moi j'avais l'impression en fait d'être une pétocharde, tout simplement. Hein. Je me disais, bon bah, tu te fais des films, t'as peur pour rien. Et voilà, en fait, je ramenais toujours tout à oh, c'est toi, t'as un problème ou oh, tu te fais un film, t'es pas normal, t'es pas logique, calme-toi, arrête d'avoir peur, arrête de regarder des films qui font peur, voilà. Je reliais beaucoup ça à mon imaginaire. Et quel type de parcours scolaire vous avez eu? Est-ce que vous destiniez à un métier en particulier ou alors est-ce que vous saviez que bah, vous feriez ce que vous faites à l'heure actuelle? Alors, pas du tout. En fait, à la base, j'ai un syndrome, je suis hyperactive et donc j'ai un peu touché à tout. Mon parcours, il a été, je ne veux pas dire chaotique parce que quelque part, j'ai fait un bac plus 5. J'ai fait un bac plus 5 que j'ai choisi un peu par dépit, c'est-à-dire que j'ai un bac de enfin j'ai pas un, oui, j'ai un master pardon de communication. Et puis comme ça me plaisait pas, j'ai travaillé dans plein d'autres secteurs. Et puis après j'ai repris des études en architecture. Donc pas du tout centré sur le métier de médium, absolument pas du tout, vraiment. Mais par contre, s'il y avait bien quelque chose qui était redondant dans ma vie, c'est que partout où je passais, c'était super. Les gens étaient toujours très contents du travail que je faisais. J'étais très efficace. Enfin, j'étais rapide. J'étais ci, j'étais ça. Il y avait aucun problème. Sauf que moi, en fait, à chaque fois, je m'ennuyais au bout d'un moment. Et en fait, j'avais envie de passer à autre chose. Et je trouvais pas quelque chose. En fait, je trouvais pas ma voie, quoi. C'est-à-dire que je me disais, ben, pourtant, on m'a même proposé, par exemple, la direction d'une structure. Je veux dire, c'était pas des postes. C'était des postes où il pouvait y avoir de l'intérêt. C'était pas des postes où il y avait que de la redondance ou des choses comme ça. Non, non, il y avait vraiment des choses très intéressantes. Mais à chaque fois, je me disais, mais non, mais en fait, je me vois pas toute ma vie là-dedans. Et du coup, quand j'ai commencé les études que je voulais faire en architecture, j'ai ma cousine justement qui est médium et qui m'a dit, bon, écoute, là, pourquoi est-ce que en fait, tu tenterais pas? Parce que moi, médium, je m'étais dit, parce qu'entre-temps, j'avais quand même été un peu plongée dans mes capacités, je m'étais dit, bon, bah, ce sera quand je serai à la retraite, voilà. Et quand elle m'a dit ça, c'est très bizarre, mais c'est comme si ça avait ouvert une porte et que là, je m'étais dit, ok, d'accord, là, j'ai une place en fait. Là, j'ai ma place, comme si c'était en fait presque une évidence et que j'avais pas encore osé me le dire.
Et du fait de vos dons et de votre perception, est-ce que vous avez eu une enfance, une adolescence, traditionnelle, on va dire? Ou alors est-ce que c'était un petit peu plus difficile pour vous de vous intégrer, aux autres? Alors pour moi, c'était, traditionnel, on va dire. Ouais. L'enfance, je vous dis, je peux pas trop vous dire. Maintenant, au niveau de l'adolescence, j'étais très tournée, en fait, sur le sport. J'étais très sportive, j'étais tournée comme tout le monde sur mes amis, ma famille, le sport et tout ça, ça occupait beaucoup de place. J'avais certains questionnements, mais j'étais pas tellement, là-dedans. Par contre, s'il y a quelque chose qui définissait bien, qui j'étais, c'était ma capacité d'écoute à l'autre et en fait, souvent, on disait: «Bon, bah, toi, ta maison, c'est la maison du bonheur». C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une copine qui allait pas bien, qui vivait une difficulté, en fait, dring dring, hop, ça sonnait à la maison. Alors soit c'était le téléphone, soit c'était, à la porte. «Bon, bah, c'est untel qui va pas bien, allez, viens la voir, viens lui parler» et en fait, souvent les gens venaient chez moi et ils repartaient mieux. Donc c'était rigolo de noter ça parce que, bah, j'ai cette capacité en fait de aujourd'hui, de par mon empathie, j'ai cette capacité en fait de sentir en fait la détresse ou la difficulté ou la douleur chez l'autre et d'apporter en fait une réponse entre guillemets «au plus juste». À l'époque, je le faisais comme si c'était moi, mais du coup ça, c'était une de mes particularités. Après pour le reste, non, parce qu'en fait, même ma connexion au défunt, elle est arrivée plus tard. En fait, comme j'en avais peur, de toute façon, je voulais pas entendre parler de ça, donc de toute manière, je le repoussais. Comment vous avez fait pour l'accepter du coup? Si c'était quelque chose que, bah, vous refusiez, que vous vouliez pas vivre? Comment Bah, j'ai pas eu c'est trop le choix, en fait. Ah ouais? En fait, vers l'âge de 23-24 ans, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, en même temps que je découvrais que j'étais hyperactive. Je commençais à m'intéresser en regardant un peu sur internet, à découvrir des sites un peu paranormaux, ça me faisait rigoler. Bon, j'avoue, j'étais un peu moqueuse, hein: «Ouais, l'autre il dit qu'il sait faire ça, l'autre machin». Puis j'ai envoyé ma photo un jour et bon, effectivement, la description qui était donnée, c'est vrai, c'était plutôt pas mal. Donc là, OK. Et puis la personne qui m'avait fait cette description, elle me dit: «Bon, bah, maintenant à ton tour». Là, j'étais hyper surprise et donc j'ai commencé à lui dire plein de choses et elle m'a dit: «Mais tu te rends bien compte que tu peux pas me dire ça, à partir d'une photo, tout ça, c'est pas marqué sur la photo». Donc là, ça a éveillé ma curiosité, j'ai commencé à m'y intéresser. Forcément, quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fait, ça a ouvert la porte. Alors qu'avant, j'y prêtais aucune attention, je m'attardais pas du tout sur le sujet et je passais mon temps à repousser ces sensations qui pouvaient me déranger parfois. Là, ça commençait à s'ouvrir et puis j'ai décidé de discuter avec ma cousine qui m'a fait une séance, en fait, pour me dire un petit peu, ben, je vais pas dire quelles étaient mes facultés, mais pour m'aiguiller et en fait, c'est très rigolo parce que j'ai complètement oublié cette séance et surtout, je l'ai beaucoup remasterisée à mon sens, hein et donc en fait, j'ai retenu ce qu'elle ne m'avait pas dit et j'ai absolument pas retenu ce qu'elle m'avait dit et ce qu'elle m'avait dit, c'est que j'allais communiquer avec des défunts. Donc pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans le déni, je ne veux pas. Et en fait, c'est très rigolo parce que je marche comme ça, hein, j'ai un esprit qui peut parfois vraiment partir dans le déni. J'ai commencé à aider des gens par internet, un peu pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller et donc je leur demandais une photo et de rien me dire et j'ai commencé à voir en fait des présences et des défunts sur les photos. Mais pour moi, je disais toujours à ma cousine: «Non, non, je vois pas les défunts puisque en fait je les vois sur des photos, je les vois pas». Enfin, je veux dire, voilà. Ce qui est complètement, bien évidemment encore du déni et pas du tout juste. Et puis, du coup, elle a commencé aussi à prendre l'habitude parfois quand elle avait des consultations où elle se questionnait, de m'envoyer des photos et de me demander si je voyais quelqu'un derrière et puis moi je lui répondais: «Ah bah oui, il y a un tel qui dit ça, qui fait ça, qui machin, bon, OK». Et un jour en fait, justement, donc je pars à la poste, et puis, elle m'envoie un message et donc, quand je rentre, je prends 5 minutes dans ma voiture pour, lui répondre: «Oui», donc j'arrive chez moi, je me gare, et je suis en train de lui répondre: «Voilà, oui, il y a ça, il y a ça, il y a tel défunt». Donc là, j'étais ouverte en fait, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais ouvert ma connexion au défunt et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je monte les escaliers pour arriver à ma chambre, je vivais encore chez mes parents et là, par contre, je me suis fait suivre et je l'ai vu, en fait et je l'ai vu et vraiment ce que j'ai vu, ça m'a fait très peur. C'est-à-dire que c'était une jeune fille alors pour donner une image de à quoi elle ressemblait, c'était un peu comme dans Le Cercle, vous savez, le film de la jeune fille qui sort un petit peu du puits là, la tête baissée avec les cheveux devant le visage et la chemise de nuit plein de boue. Bah, c'était exactement ça et elle me suivait, en fait, collée à mon dos jusqu'à ma chambre. Donc là, en fait, j'ai eu, vraiment très peur. J'ai fermé la porte, ce qui ne sert strictement à rien, mais bon, bref, réflexe et en fait, elle m'a vraiment perturbée pendant 3-4 jours. J'ai demandé à ma cousine de venir parce que je demandais à ma petite sœur, de venir me chercher pour aller aux toilettes qui étaient au premier étage. Moi, j'étais au deuxième, donc je lui demandais de venir et de me raccompagner dans ma chambre. J'avais du mal, enfin bon, c'était terrible et puis elle venait, elle m'agressait, enfin voilà et puis en fait, c'est devenu ma colocatrice parce que j'ai commencé à voir son histoire. Elle m'a montré des morceaux d'histoire de ce qui s'était passé pour elle. J'ai même essayé de faire des recherches sur internet
parce que c'était quelqu'un qui avait été enlevé, qui avait été tué et visiblement, elle me disait que sa famille, ils avaient jamais retrouvé son corps. Donc elle m'a montré un peu. Donc j'ai cherché, mais bon, je suis pas enquêtrice, dans l'âme du coup, et puis, elle, en fait, ça lui a fait du bien, en fait, que je sois dans cette écoute. Ça lui a fait du bien que je m'intéresse à elle, que j'écoute sa douleur, que j'écoute tout ça. Et puis, je sais pas, ça a duré comme ça, 3-4 mois. Donc, des fois, quand moi, j'étais pas bien, je rentrais le soir, elle rentrait, elle était là, elle m'attendait, elle me consolait. Et puis, quand elle avait besoin, j'étais là. Enfin, c'était vraiment devenu ma colocatrice. Puis un jour, elle a disparu. Et là, j'ai été très perturbée. Et puis, en fait, j'ai appelé ma cousine. Elle m'a dit oui, elle est passée. Je savais même pas ce que ça voulait dire passer, hein, très honnêtement. Je lui dis comment ça, passer, passer où? Elle me dit elle est partie, ça y est, elle est en paix. Je dis mais comment ça? Mais moi non, je veux pas qu'elle parte en fait. Elle me dit en fait, la relation que vous avez eue, ça lui a tellement fait du bien qu'elle a enfin pu trouver son chemin, sa paix, quoi. Donc encore aujourd'hui, quand j'en parle, elle me ment, quoi. C'était vraiment, en vrai, c'était la première personne défunte que j'ai vue, et avec qui j'ai établi un lien, avec qui j'ai établi une communication et avec qui s'est passé beaucoup de choses en fait. Et est-ce qu'elle vous a donné son nom? Non. Est-ce que vous avez des éléments sur elle pour la retrouver, sa Non, en fait, famille, non? j'avais son visage, j'avais un peu des éléments, j'avais regardé un peu des cartes. Je sais qu'elle a été enterrée et que c'était rempli d'eau, donc je me disais peut-être un faux lac ou peut-être un puits, je sais pas. En fait, dans ma manière de fonctionner, je reçois quasiment jamais des noms et des prénoms et je suis même pas capable de vous dire pourquoi. Par contre, je suis capable de vous décrire le défunt dans son moindre détail. Donc après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je retiens très difficilement les noms et prénoms. Je suis très visuelle. Donc est-ce que c'est pour ça que ça se passe comme ça, ou est-ce que parce que je fais un blocage, j'en sais rien. Mais du coup, non, justement, j'aurais bien aimé avoir ce nom, ce prénom, mais non, je fonctionne pas comme ça, mais même encore aujourd'hui, hein. Et dans votre vie de tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que, lorsque vous êtes chez vous, vous êtes, sollicité, de la même façon par des défunts? Ou lorsque vous sortez vous balader? Ou est-ce que quand vous allez chez des gens, par exemple, vous les voyez? Ou est-ce que vous pouvez, aujourd'hui fermer la porte et couper sur commande vos perceptions si vous voulez être un peu tranquille et vivre une vie entre guillemets, «normale»? Alors aujourd'hui, dans tout ce qui concerne les défunts, je ferme la porte. C'est-à-dire que, si, je décide pas d'ouvrir ou s'il y a pas quelque chose qui m'amène à m'ouvrir, par exemple qu'on me parle de défunts ou quoi qu'est-ce, je ferme la porte. Ça a pas toujours été le cas, et c'est hyper, difficile à vivre. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais ensevelie et j'avais mis des stratégies justement pour, éviter d'être ensevelie. Donc je dormais plus, par exemple, la télé éteinte, voilà, enfin, j'avais mis plein de choses en place parce que des fois, il y avait des défunts à la queue leu-leu à mon lit. Oui, on m'a dit que vous pourriez m'aider. Non, mais au secours, laissez-moi dormir. Et puis, c'est un homme gris pour le coup, parce que c'était un homme noir, mais bon, avec la mort, son corps était gris, avec un œil qui sort. Il s'est tiré une balle dans la tête, il est en slip. Et là, on se dit, waouh, mais non, en fait, il est minuit, laisse-moi tranquille, j'ai peur. Donc, en fait, à la fin, je mettais ma télé pour avoir mon attention fixée sur la télé, pour pas justement que autre chose puisse attirer mon attention. Aujourd'hui, si je peux dormir dans une maison blindée de défunts, c'est pas moi qui m'en rendrai compte forcément, sauf si vraiment c'est trop pesant. Mais je ferme et je m'ouvre quand je décide. Et quand la personne en question a dit: «On nous a dit qu'on pouvait venir», qui leur a dit qu'ils pouvaient venir vous voir? Un autre défunt, en fait. Ils peuvent se voir entre eux? Certains, ouais. En fonction de leur état, en fonction de leur niveau, enfin en fonction de leur niveau, j'aime pas parler comme ça, mais en fonction du stade où ils en sont, ils peuvent se voir, pas tous, ils peuvent pas tous se voir tout le temps, mais quand ils ont à peu près la même fréquence, en fait, on va dire la même vibration, ils peuvent communiquer les uns avec les autres. Et du coup, c'est le cas. D'ailleurs, un jour, au tout départ, quand c'était un petit peu trop intempestif dans ma vie, j'étais dans ma chambre et là, je dis: «Bon, c'est bon, j'en ai marre. Maintenant, ceux qui ont besoin d'aide, OK, les méchants là, ceux qui m'embêtent, ceux qui me» voilà, et là, je suis très correcte avec vous parce que j'étais un peu plus, vulgaire, on va dire. Vous vous barrez quoi, je veux pas entendre parler de vous. Et donc je me remets à bosser, à travailler et sur mes cours et là, je vais pour aller aux toilettes. Quand je regarde les escaliers, je vois, mais je sais pas combien de défunts et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc j'appelle ma cousine et là, je lui dis: Là, en fait, je comprends pas ce qui se passe». Et elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu as dit?» Je lui dis: «Mais j'ai rien dit, je suis dans ma chambre en train de travailler». Elle me dit: «Si». Elle me dit: «Moi, on me dit que tu as dit quelque chose».
Et je lui dis, et donc je lui répète la phrase que j'ai dit. Et là, elle rigole, elle me dit, oui, t'as dit à ceux qui avaient besoin qu'ils puissent rester, qu'ils puissent venir, et ceux qui t'embêtaient, qu'ils partent. C'est ce qui se passe, tous ceux qui ont besoin, ils sont là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc après, j'ai fait très attention aussi à ce que je disais, parce que là, je sais pas, il y avait 30, 40, 50 défunts. Donc voilà, mais ça, c'était quand c'était très intempestif. Aujourd'hui, vraiment, je décide de m'ouvrir ou je décide de me fermer. Vous êtes en couple, je crois, et vous avez Oui. un enfant. Est-ce que votre Oui. conjoint est également médium? Non, pas du tout. Alors, mon conjoint, je le décrirais plutôt comme quelqu'un de très cartésien, qui a fait un bac scientifique, qui a fait une école Sciences Po, qui est très factuel, terre à terre. Ce qui ne veut pas dire que, il n'a pas d'ouverture spirituelle, bien au contraire. Il n'utilise pas du tout les mêmes mots que moi, il n'a pas du tout ces perceptions. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est... Alors maintenant, je le pratique depuis 20 ans, mais presque 20 ans, mais je trouve que c'est quelqu'un quand même qui est connecté, c'est-à-dire qui est connecté à ce qui est juste et ce qui est pas juste, et qui a comme une forme de clairvoyance. Je pense qu'il sent très bien venir les choses. Alors après, est-ce que c'est lié à son intelligence ou est-ce que c'est une faculté? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais il n'est pas du tout, enfin, je vais pas dire qu'il est fermé à ce domaine, mais à la base, c'était pas du tout un domaine dans lequel il était, dans lequel il était, C'était pas son voilà, domaine. c'est ça. Exactement. Vous proposez des stages pour ceux qui souhaitent développer leur capacité extrasensorielle. Est-ce que ce sont des stages ouverts à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir déjà quelques dons bien affirmés pour y participer? Alors non, c'est pas des stages qui sont ouverts à tout le monde. Et oui, il faut avoir des capacités. En fait, si vous voulez, c'est un stage que j'ai monté avec ma cousine et que j'ai proposé parce que justement, en fait, moi, j'ai eu cette chance d'être entourée et je recevais beaucoup de gens qui vivaient de grandes difficultés. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, moi, juste, j'ai été accompagnée, je pouvais parler, je pouvais quand même m'ouvrir à certaines personnes. J'avais pas l'impression d'être folle et isolée. Et du coup, c'est des stages, en fait, qui sont vraiment là pour venir aider, mieux vivre ou développer, ça dépend, chacun va avoir son objectif, les capacités qui sont déjà existantes. Donc ça peut être, je sais pas, ça va être certains, ils vont justement avoir une connexion avec des défunts, d'autres ça va être de la voyance, d'autres ça va être du magnétisme. En fait, là pour le coup, on met pas de prérogative sur l'aspect de la capacité. Par contre, oui, c'est vraiment tourné vers des personnes qui en ont, parce que l'objectif du stage, c'est d'aller se plonger dedans. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous-même ou à certains de vos stagiaires de croire qu'ils étaient fous ou d'être catalogués de fous par les autres? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je sais très bien qu'il y a des personnes qui me disent rien parce qu'ils m'apprécient, mais qui doivent se dire, bon, moi, elle est complètement tarée. Et puis, dans le cadre, vous voyez, le dernier exemple. Alors, j'ai reçu une jeune fille justement en stage qui avait passé 10 ans en psychiatrie quand même. Alors, je dis pas qu'elle a pas de problème psychologique, je dis juste que peut-être pas, en tout cas dans l'envergure de ce qui lui avait été dit. Voilà, parce qu'elle entendait des voix, des choses comme ça. Et puis sa mère, un petit peu, et c'est sa mère qui l'a amenée à faire ce stage. Et en fait, pour elle, ça a été une révélation parce qu'en fait, elle s'est rendue compte tout simplement que les voix qu'elle entendait, c'était des défunts. Parce que quand elle me disait, mais là, il y a un monsieur qui dit ça, je lui dis oui, puis il est comme ça, et que je lui décrivais, et que elle, c'est ce qu'elle voyait. Pour elle, ça a été un soulagement, ça a été une réponse à une problématique de vie tellement grande. Voilà, après, je dis pas que toutes les personnes qui entendent des voix, ce sont des médiums, pas du tout. Mais pour certains, oui. Et moi, par exemple, c'est vrai que dans le cadre de mon hyperactivité, j'ai pu être suivie en neuropsychiatrie, puisque c'est un neurologue spécifique qui donne un traitement pour apprendre à gérer l'hyperactivité. Je me cachais honnêtement de le dire. Par contre, j'ai déjà été voir un psychiatre, j'ai déjà eu affaire à un psychiatre, j'ai même eu des clients qui étaient psychologues, médecins ou psychiatres. Ça va, je sais que je suis pas folle, ça va, du coup. Mais par contre, c'est vrai que aujourd'hui, vous voyez, il y a pas très longtemps, j'ai dû retourner parce que tous les ans, je suis obligée d'aller voir un neurologue pour avoir une ordonnance initiale du traitement. C'est un traitement particulier. Et comme ayant déménagé, j'ai été orientée sur Bordeaux. Quand j'ai dit à la personne que j'étais médium, donc l'interne, il m'a regardé, il m'a dit, bon, on va marquer que vous êtes peintre. Ah oui? Parce que pour eux, tout de suite, parce que pour eux, tout de suite, s'il y a ça qui est marqué dans le dossier, en psychiatrie, ça peut ouvrir des portes à plein de pathologies, en fait. Ah ouais.
Bon, moi, ça fait 6 ans que j'exerce, ça va, j'ai déjà vu des psychiatres, j'ai déjà parlé avec des psychiatres, des médecins. Je veux dire, tout va bien, je suis plutôt quelqu'un de très terre à terre, mais bien sûr que c'est vu comme ça, donc ça fait peur en plus. Et ça pourrait être le cas. Moi, j'ai été voir, j'ai été me renseigner, j'en ai parlé à des psychiatres, voilà. Mais bien sûr que ça nous traverse l'esprit, et bien sûr que parfois on a l'impression qu'on est fou parce qu'on voit des choses. Vous vous définissez comme une terre à terre connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que moi, j'estime que je vis sur Terre, donc je suis un être humain avec un corps, avec mes problématiques d'être humain. Je dois gagner ma vie, j'ai mes enfants, enfin j'ai mon enfant, comme tout le monde en fait. Je veux dire, voilà, je vis sur Terre, et donc je vis une réalité. Je vis aussi ce que je touche, ce que je vois, ce que je sens, etc. Mais j'ai une double lecture, c'est-à-dire que je vois aussi d'autres choses. Ça me donne une autre vision du monde, ça me donne aussi une autre dimension, ça me permet d'avoir des réflexions avec d'autres éléments, donc au travers de ma connexion. Mais je reste quand même une terre à terre, c'est-à-dire que je ne vais pas tout spiritualiser, je ne vais pas tout relier à l'invisible, à des croyances. Je reste une terre à terre avant toute chose. Nous allons maintenant entrer un petit peu plus dans le vif du sujet à propos de la communication avec les défunts. Il y a beaucoup de croyances justement au sujet de la mort et de l'après-vie, pour ceux qui croient en une vie après la mort, bien entendu, avec notamment celle de l'existence d'un enfer et d'un paradis. Est-ce que vous savez ce qui se passe une fois que l'on meurt? Est-ce que l'on va quelque part? Et si oui, où? Et est-ce que c'est en fonction de nos bonnes et mauvaises actions? Ah, c'est plus compliqué que ça. Alors, donc je vais vous dire comment je vois les choses. Première question, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on meurt, pour moi, il y a un espèce d'entre-deux mondes. C'est-à-dire déjà, j'atterris. Ouh là là, je suis mort, il y a quand même un grand changement d'état. Et il y a comme une forme d'atterrissage. Et pendant cet atterrissage, cet entre-deux mondes, en fait, on va faire comme un espèce de bilan, c'est-à-dire un point, comme si, je sais pas, on pourrait dire, vous allez au cinéma, vous voyez votre vie défiler, puis vous allez en tirer un peu les enseignements, vous détacher de votre vie, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer dans cet entre-deux. En fait, c'est un peu l'atterrissage et le moment où on va commencer à évoluer, et puis pour pouvoir passer justement après. Après, et du coup, chaque personne va atterrir dans cet entre-deux, dans un certain état. Et il y en a qui restent même pas 3 secondes parce qu'en fait, dans leur vie, ils faisaient le point, ils étaient assez finalement au point sur eux-mêmes, et ils ne mettaient rien sous le tapis, et du coup, ils se disaient les choses en temps réel. Donc, quelque part, quand ils meurent, ils sont déjà prêts, tout simplement. Donc, ils y restent pas longtemps. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir plus ou moins besoin de plus de temps, en fonction des morts, en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de plein de choses en fait de leur vie. Et après, il y a pour moi 2 choses. Plus on refuse en fait de faire ce point, plus comment dire, on est en lutte, plus on va être dans des états en fait émotionnels et des états de vie difficiles, plus le défunt en fait va bloquer, et il va se diriger vers ce que moi j'appelle un peu le bas astral, c'est-à-dire que son énergie. Pour moi, les défunts, ce sont des énergies, hein. Alors c'est comme des êtres vivants puisque je parle avec des personnes, mais ce sont des énergies, et c'est comme si l'énergie, elle s'appauvrissait, et à un moment donné, elle se dirige vers le bas astral. Donc elle devient pesante, elle devient lourde, elle devient difficile, elle peut être agressive, enfin voilà. Et est-ce qu'il y a un enfer? En tout cas, il y a une zone énergétique qui est franchement pas sympathique. Alors, enfer et paradis, pour moi, c'est des termes religieux. Moi, je dirais que comme la Terre, elle a un pôle magnétique positif et un pôle magnétique négatif, il existe exactement la même chose à l'état énergétique. Donc, oui, il y a une zone énergétique en fait qui est très sombre, qui est très difficile, qui est franchement pas sympa, qui est assez destructrice, et on peut tendre vers ça. Et puis, il y a ce que j'appelle la source, comme une source de lumière, où là, en fait, effectivement, on pourrait dire le paradis, la lumière, je sais pas, les divers noms qui peuvent exister. Où là, en fait, moi, ce que j'y ai vu, en tout cas, c'est des êtres qui sont complètement libérés de tout ce qui nous attache, nous, à la vie, de toute préoccupation, qui participent, en fait, d'une énergie commune positive, et c'est léger. Enfin, en fait, à chaque fois, je dis aux gens, vous savez, je vous dis que c'est le bonheur, que c'est la paix, mais c'est même pas assez suffisant, en fait. Moi, ce que je ressens, je n'y mets pas de mots parce que je l'ai jamais vécu, en fait, en tant qu'être humain. Donc, oui, je pourrais dire qu'il y a une forme de paradis ou une forme d'enfer, mais j'ai pas été les visiter, par contre.
Vous êtes également passeuse d'âme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, je vais vous donner un exemple très facile pour comprendre. En fait, vous voyez le psychologue? Je suis psychothérapeute accélérée pour les âmes. En fait, D'accord. comment je fais? Alors il y en a qui vont, utiliser, plein de choses. Moi, je suis très dans la discussion, de comprendre ce qui fait le blocage, d'aider le défunt, en fait, à comprendre ce qui fait le blocage pour lui, de lui apporter, des clés pour qu'il puisse après rebondir, avancer, puis surtout avancer vers, une énergie plus légère pour lui, en fait, hein, plutôt que de rester bloqué et finalement de se dégrader. C'est peut-être pas beau comme terminologie, mais voilà. Et en fait, comment je fais? Tout simplement, déjà, je l'écoute. J'écoute. Je vais absorber aussi les émotions, c'est-à-dire que s'il est en colère, s'il est triste, enfin, peu importe, l'émotion lourde qu'il vit ou l'origine du blocage, en fait, je vais l'absorber, c'est-à-dire que je vais l'absorber dans mon corps. Et puis, il arrive à un état, en fait, vous savez, quand vous avez pleuré, beaucoup et puis à un moment donné, vous êtes vide de pleurs, vous êtes vide d'émotions et puis, complètement fatigué. En fait, je l'emmène un peu à cet état-là et ensuite, je vais souvent le passage d'âme, je le fais avec les familles où j'appelle en fait des personnes pour m'aider, pas des êtres humains, en fait des êtres désincarnés, on va dire. Et là, en fait, je vais essayer d'aller voyager un peu dans son histoire, de trouver des mots, de trouver des espaces pour de m'appuyer en fait sur ce qu'il était, sur ce qu'il avait, sur ses évidences et sur ce qu'il y avait de beau, pour allumer en fait la lumière et qu'il reparte. Et généralement, dans le passage d'âme, je vais pas forcément jusqu'au booster, que je les emmène pas dans la lumière. C'est que parfois, en fait, quand je sens que c'est bon, que c'est relancé, qu'ils sont soulagés et qu'ils sont OK en fait pour avancer, je les laisse faire tout seuls. Si j'ai le moindre doute, je reste avec eux. C'est-à-dire que j'attends vraiment d'être sûre qu'ils feront pas chemin inverse. Une fois que je suis sûre qu'ils feront pas marche arrière, je les laisse faire leur bout de chemin tout seuls. Alors il y en a des fois, ils ont besoin d'être accompagnés jusqu'au bout, d'autres pas. Je m'adapte en fait. Et ça passe beaucoup par... alors c'est très énergétique puisque je leur envoie des énergies, j'absorbe d'autres énergies, mais c'est aussi beaucoup d'intention, de discussion, d'écoute, voilà, comme un psychologue en fait. Mais est-ce que c'est pas mauvais pour vous d'absorber des énergies lourdes au final? Puisque vous dites que vous absorbez Ah. leur colère, enfin, des choses comme ça. Comment... Après, c'est à moi d'avoir une hygiène pour Ah ouais, justement ensuite moi-même vous me purifiez? séparer, exactement, me séparer de Ouais. ces énergies et puis de retrouver mon énergie propre en fait. Donc oui, j'ai certains rituels, j'ai certaines protections aussi. Et ça, en fait, dans ce passage d'âme-là dont je parle, c'est vraiment le passage d'âme avec des âmes en peine pour qui on a la capacité de faire quelque chose. Après, dans le passage d'âme, il y a aussi la partie avec des êtres où il n'y a pas la possibilité d'obtenir quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Donc là, par contre, je passe un petit peu plus par la force. C'est-à-dire que là, On peut les je forcer? leur laisse pas le choix. Ah bah oui. Oui, on peut les forcer, bien sûr qu'on peut les forcer. C'est-à-dire que, en fait, quand je rencontre des êtres qui sont tellement, on va dire, dégradés, qu'on peut plus en fait les raisonner et qui vont venir nuire en fait aux vivants. Hmm. À partir de là, je leur dis toujours, voilà, moi, si vous nuisez aux vivants, donc soit vous choisissez de faire un chemin, soit de toute façon, je ferai en sorte que vous soyez plus là. Donc, je les envoie directement là où ils doivent être envoyés. Et je choisis jamais où. Mais vous faites pas ça toute seule, vous êtes quand même, j'imagine. Oui, je me fais aider de certains êtres, oui. Oui, oui. Oui, oui. Après, ça, je peux le faire aussi toute seule, c'est-à-dire, enfin, généralement, quand je demande à ce qu'ils soient pris en charge, parce qu'en fait, il n'y a pas possibilité de parler avec eux ou de les aider, je laisse se présenter ce qui se présente et l'emmener là où ils doivent être allés. Je demande toujours que ce soit au plus juste. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide, tu vas au paradis et toi tu vas là-bas ou je sais pas quoi. Non, je demande toujours. Parfois, je suis surprise et ça m'embête parce que c'est-à-dire que je préférais que quelque part tous se libèrent et retrouvent un peu leur lumière. C'est pas toujours possible. Donc en fait, là pour le coup, je demande de l'aide, oui, et je laisse faire. Et justement, pourquoi il y en a qui restent bloqués? Alors en fait, si je dois donner une raison générale, c'est l'attachement et l'énergie. L'attachement, c'est-à-dire l'attachement au vivant, l'attachement émotionnel alors soit à leur vie, soit à un lieu, soit à une personne, soit à une problématique. Et l'énergie, c'est-à-dire qu'un défunt, c'est une énergie, donc pour pouvoir vivre et continuer d'évoluer, il a besoin aussi d'énergie, notamment dans les défunts qui sont en difficulté. Donc ils vont rester bloqués. Et l'attachement, en fait, c'est-à-dire que en fonction des problématiques de vie, en fonction de la mort, en fonction de comment ils étaient aussi dans leur vie, le défunt garde sa personnalité. Donc, quand il y a des choses qui n'ont pas été réglées,
et s'ils veulent pas les régler en fait dans leur mort, ou s'ils acceptent pas la manière dont ils sont morts, s'ils ont pas envie de partir parce qu'ils avaient pas fini de faire quelque chose, et que pour eux c'était essentiel, ou parce qu'ils n'ont pas pu parler à telle personne et lui passer ce message, en fait ils vont bloquer, ils vont tourner en rond. Il y en a aussi qui ne se rendent pas toujours compte en fait qu'ils sont décédés. Donc parfois il faut leur dire non mais là en fait voilà, vous tournez en rond mais vous êtes décédé. Il y a tout autant de raisons qu'il reste coincé qu'il y a d'êtres humains et de problématiques sur Terre. Donc c'est très vaste. Et par exemple, j'aime bien donner cet exemple parce que ça, c'est une croyance qui est pour moi malheureuse parce que la manière dont je vois les choses, elle est totalement différente, mais je peux comprendre qu'on puisse y croire. C'est que certaines religions disent que, par exemple, lorsque quelqu'un va se suicider, eh bien, ça va devenir une âme en peine, une âme errante. Moi, je peux vous assurer que j'ai parlé avec des suicidés qui dansaient la Macarena et qui étaient absolument heureux d'avoir fait ce geste et libérés, et c'était tout à fait leur place. C'est très bizarre de dire ça, au même titre que j'ai parlé effectivement avec des suicidés qui s'étaient rendus compte trop tard que c'était pas la solution, c'était pas la clé, et qui devaient gérer ça de l'autre côté. Donc en fait, il y a tout autant de possibilités dans la mort qu'il y a d'êtres humains et de problématiques sur Terre. Donc être bloqué, en fait, ça peut être quelqu'un voilà, qui veut pas se séparer de ses enfants, ça peut être quelqu'un qui a eu une mort violente et qui ne l'a pas accepté, ça peut être quelqu'un qui, qui avait plein de problèmes dans sa vie et puis qui s'est donné la mort en se disant voilà, ça va tout régler, mais en fait ça n'a pas tout réglé. Ça peut être quelqu'un qui avait plein de problèmes dans sa vie, qui est décédé naturellement, mais qui en fait ne fait toujours pas ce qu'il faut pour changer ses problèmes, donc il reste de l'autre côté. En fait, il y a tout un tas de raisons possibles à avoir des défunts qui sont coincés. Et est-ce que notre mort est programmée à l'avance? Est-ce que quand on vient sur Terre, notre âme, entre guillemets, décide de rester 20, 30, 50 ou 100 ans avant de partir? Ou est-ce qu'on peut mourir à tout moment? Vous avez une réponse? Alors, moi, j'aime pas le destin, mais j'aurais tendance à dire que oui, il y a une programmation, plus ou moins précise. C'est-à-dire que c'est pas un chemin, une ligne droite tracée. Pour moi, il y a aussi les choix et les éventuels autres choix que l'on fait qui vont interférer, intervenir et venir faire évoluer justement cette, comment je pourrais dire ça, cette date de mort. Enfin, c'est très moche de dire ça comme ça, mais qui peut venir l'accélérer comme la reculer. Mais ça, enfin, oui, on me dit que oui, il y a quand même on va dire un point final qui est quand même relativement fixé. Et est-ce que personnellement, vous croyez en la réincarnation? Complètement. Je travaille beaucoup sur l'âme, c'est-à-dire que je fais beaucoup de soins de personnes en fait, ce qui inclut donc le chemin de l'âme. Et dans le chemin de l'âme, il y a différentes vies, dans différents lieux, dans différentes dimensions. Donc oui, je crois tout à fait à la réincarnation, même si vraiment au départ, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Et aujourd'hui, j'y crois parce que j'ai vécu des choses et parce que je l'ai vu. Et lorsqu'un médium, ou vous, ça peut-être aussi, je suppose, vous arrivez, dit à quelqu'un qu'il est accompagné et protégé par tel ou tel membre de la famille qui est passé de l'autre côté, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment présents dans nos maisons à veiller sur nous et qu'on ne les voit pas? Ou est-ce qu'ils sont ailleurs mais qu'ils gardent un œil sur nous? Ça veut tout et rien dire en fait. Non, mais encore une fois, il y a tellement de possibilités. Ça peut vouloir dire que la personne est passée, puis que, en fait, dès que l'autre va appeler ou quoi, elle va venir faire sentir sa présence, ou elle va essayer de lui envoyer des petits signes au travers de plein de choses dans sa vie pour que lui indiquer des bons choix pour elle, etc. Ça peut vouloir dire qu'elle va rester à ses côtés tout le temps. Et qu'elle choisit en fait d'être à côté de la personne tout le temps. Ça peut vouloir dire qu'il fait des allers-retours. Ça peut vraiment, vraiment tout vouloir dire. En tout cas, c'est tout à fait possible. D'accord. Ok. Et est-ce qu'un défunt peut agir sur la matière? Est-ce qu'il peut faire bouger un objet ou ce genre de Tout à choses, fait, oui. faire du bruit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Oui, et oui, ça demande beaucoup d'énergie. Mais oui, bien sûr, un défunt, c'est une énergie, et nous, notre corps physique, c'est de l'énergie. Sauf que c'est de l'énergie tellement condensée que ça en fait un corps physique. Mais oui, bien sûr, ils peuvent avoir suffisamment d'énergie pour intervenir
enfin, dans notre réalité et mettre des sons, faire bouger des objets, mettre des coups dans le mur. Enfin, ils peuvent nous faire sentir plein de choses et faire plein de choses. Ouais. On voit beaucoup de choses effrayantes dans les films d'horreur où il y a des esprits. Est-ce qu'un défunt peut nous faire du mal physiquement? C'est rare, mais oui. En fait, un défunt, à partir du moment où il a une énergie suffisante, alors au-delà même de l'énergie suffisante pour intervenir sur le physique. Moi, j'ai déjà, quelqu'un que je connaissais, qui était quelqu'un de très perturbé et tourmenté, on va dire, et qui n'avait pas toujours fait des jolies choses dans sa vie. Après, c'est quelqu'un que j'appréciais quand même, c'est pas la question, mais qui avait un comportement un peu extrême et qui perdait pied. Et il avait une entité qui s'était accrochée à lui. Et un jour, il s'est quand même réveillé avec une morsure sur le crâne, dedans. Bon, il avait le crâne rasé. Mais il ne pouvait pas se la faire tout seul, en fait. Donc, oui, bien sûr. Mais après, c'est très exceptionnel. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Maintenant, un défunt, il peut aussi être dérangeant, parce que ça, c'est le côté qui fait peur dans les films. La réalité, elle est tout autre chose. Ce qu'il y a de plus courant, c'est qu'un défunt qui est lourd, qui est difficile ou qui est nuisible, oui, il va agir sur nous, il va agir sur notre fatigue, il va agir sur notre sommeil, il va agir sur nos humeurs, il va agir aussi sur notre santé, parce qu'à un moment donné, il va nous prendre de l'énergie, il va se nourrir de notre énergie, donc on n'a plus notre énergie pour nous-mêmes, et du coup, progressivement, on s'éteint, ou c'est plus difficile le matin, où on a moins l'esprit clair, où on ne comprend pas, des fois on a des sautes d'humeur, il y a des changements, il y a plein de choses qui peuvent interférer en fait dans notre énergie et oui, ils ont cette capacité-là. Et justement, pourquoi il y a des gens qui ont des entités collées ou attachées à eux? Pour quelles raisons? Alors, ça peut être tout simplement parce que, alors par exemple, tiens, je vais en profiter pour passer un super message. Par exemple, le spiritisme. Ouais. Pour moi, il faut fermer la porte à cette pratique, surtout quand on n'est pas accompagné d'un médium, et même si on est accompagné d'un médium, très honnêtement, je le ferai pas, parce que là, ça ouvre les portes des bas-fonds. Alors ouais, c'est super, on va avoir des messages, on va avoir des choses surprenantes qui peuvent se passer, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas c'est quoi, et surtout, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et moi, j'ai vu des choses terribles, donc ça, je le déconseille. Ça peut être une raison, par exemple. Voilà, on fait une séance de spiritisme, et puis depuis, il se passe des choses bizarres dans notre vie. C'est peut-être un signal. Ça peut être parce que tout simplement, en fait, on n'est pas bien dans notre vie, ou parce que, voilà, on a une faille. Alors, une faille énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement, je ne sais pas si ces derniers temps, voilà, avec le Covid, je suis plus fatiguée, je suis plus triste, et puis je commence à faire une petite dépression parce que c'est pas facile à vivre, etc. On est plus atteignable, en fait. Et donc, il y a certains défunts qui vont capter ça et qui vont venir, en fait, s'accrocher et se nourrir. Ils marchent en correspondance avec nos énergies, ils vont capter quelque chose qui les intéresse chez nous, et hop, ils vont venir s'accrocher. Ça peut être parce que c'était des défunts qui étaient aussi dans une maison, ou à côté d'un objet, ou attachés à un objet. Puis du coup, nous, on vient dans la maison, donc du coup, ils vont venir un petit peu nous embêter, parce qu'ils sont pas contents, ou parce que ça leur plaît pas, parce que ça peut très bien se passer aussi, ils peuvent être très contents, mais il y en a qui ça plaît pas. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. En réalité, ça peut être parce qu'on travaille dans un milieu, par exemple, qui va être très très chargé, et puis à un moment donné, il y en a un qui va décider de s'attaquer à nous parce qu'il y a quelque chose qui lui a plu dans notre énergie, ou parce qu'il a senti quelque chose dans notre énergie qui pouvait lui apporter, et paf, il va s'accrocher. Et est-ce que vous avez des messages par rapport à la situation que l'on vit actuellement avec le Covid et le confinement? Est-ce que vous avez eu des messages de l'invisible? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? En fait, j'ai eu du mal à l'accepter, mais parce que j'ai un peu du mal avec les messages comme ça, mais j'ai toujours l'impression de passer pour le gourou, donc j'aime pas ça. Du coup, je fais encore comme d'habitude le déni, et je fais non, moi je vois rien. Là, c'est pas vrai. Oui, j'ai eu des messages. En fait, ce que l'on m'a montré, je vais vous donner une image très simple, ce que l'on m'a montré, c'est qu'aujourd'hui, on vit vraiment une période de tumulte. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de me dire pour le comprendre. Ça va pas aller en s'arrangeant pour l'instant, et ça risque d'être encore compliqué pendant un bon moment, et pas que à cause du Covid. Et en fait, c'est comme si il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'éveiller. Vous voyez, avec ce que vous êtes en train de faire, ça permet d'éveiller aussi les autres à une hypersensibilité, comme une espèce de connexion un peu instinctive, c'est-à-dire que
on vous inspire, on vous insuffle des choses, on vous montre en fait un horizon. On ne sait pas exactement, on ne voit pas ce qu'il y a dans cet horizon, mais on vous montre une espèce de chemin qui va vers, avec cette hypersensibilité, cette hyperconnexion, comme si, et que chacune de ces personnes connectées allait reconnecter chacun à sa propre connexion, en fait, comme s'il y avait un éveil qui était en train de, comme une toile qui est en train de se tisser, en fait, et que ça passera par des êtres particuliers, mais qui iront éveiller d'autres êtres, qui vont éveiller d'autres êtres, et puis au bout d'un moment, ça va permettre aussi de retrouver un certain équilibre, et surtout de changer, en fait, la société dans laquelle on vit. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça fait un peu super... pour moi, c'est très clair, c'est-à-dire que quand on me le montre, c'est très clair, je le vois, c'est comme si je vous disais, ben voilà, vous avez une bougie, vous allez aller allumer de par votre attitude et parce que dans votre vie, vous êtes connecté, vous avez une certaine spiritualité, vous avez une hypersensibilité, ben vous allez inspirer d'autres gens qui vont du coup allumer leur propre lumière, qui vont aller inspirer d'autres gens, qui vont... Voilà, c'est comme si on me montrait ça, mais que en fait, ça va encore durer un peu, la difficulté. Ouais, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Mais je sais que ça va aller. Voilà. Mais c'est pour quelque Voilà, chose c'est de pas mieux du derrière. positif. Mais de mieux pour ceux qui seront là, mais avec beaucoup de difficultés, mais nécessaires. En plus de communiquer avec les défunts, vous effectuez également des purifications de lieux. Est-ce que vous pouvez Oui. nous dire dans quel type de lieu vous intervenez et nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors en fait, n'importe quel lieu, c'est-à-dire ça peut être, un restaurant, une entreprise, une maison, un appartement, une chambre, une chambre d'étudiant, une cabane, là on va intervenir en fait, là où on nous le demande, enfin là où il y a une demande en tout cas. Comment est-ce que je fais? Donc je travaille avec 3 autres personnes, qui ont des capacités, on a des capacités complémentaires, donc c'est génial et puis, c'est moins fatigant pour chacun. Et ou parfois, si on a la possibilité, on le fait tout seul, hein, ça après c'est, et justement, je vais vous expliquer comment on le détermine. Donc en fait, les personnes, quand elles nous contactent, elles vont nous dire: «Bon voilà, il y a quelque chose qui va pas, j'aimerais que vous regardiez ma maison». Nous, on fait un diagnostic. Donc moi, je vais demander des photos de toutes les pièces du lieu, même du terrain, des extérieurs, des garages, des caves, tout. Et ça va me permettre en fait de regarder ce qui se passe, de voir le travail à faire, le temps, et le temps que ça va me demander. Et donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder évidemment s'il y a des défunts, quel type de défunt est-ce qui se passe. Je vais regarder au niveau géobiologique, c'est quoi les failles. Je vais regarder aussi tout ce qui est émotionnel, parce que dans nos lieux, on y vit, et puis parfois, toutes nos émotions, tout ce qu'on décharge chez nous, ça reste, ça stagne et ça vient peser en fait l'énergie du lieu. Je vais regarder aussi l'âme du lieu, comment elle est, comment elle accueille le vivant, est-ce que ça va. Je vais regarder également tout ce qui peut être la magie, ou les effluves de magie. C'est une de mes spécificités aussi. Donc, en fait, on fait un état des lieux un peu à tous les niveaux, et on va aller faire ce qui est nécessaire. Donc, on va aller ouvrir des portes pour des défunts qui n'ont pas assez d'énergie pour passer, pour leur permettre de passer. On va aller virer ceux qui veulent pas être virés et qui sont vraiment nuisibles. On va aller rétablir un peu l'équilibre géobiologique. On va aller nettoyer l'émotionnel. On va aussi se connecter à la mémoire du lieu. Et s'il y a de la magie, on va faire le nécessaire aussi pour déprogrammer. Et en fait, voilà, on va faire un travail assez global et complet. Et puis ensuite, on fait un point 1 semaine, 2 semaines après, pour voir si ce qu'on a fait, ça tient, qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, est-ce qu'il y a besoin de refaire quelque chose ou pas. Et voilà. Et c'est quoi les symptômes que l'on peut ressentir physiquement lorsque notre habitation a des énergies négatives? En fait, quand les personnes qui vous contactent, il se passe quoi chez elles pour qu'elles fassent la démarche de venir vous voir? Alors, la chose la plus simple, c'est waouh, j'entends des bruits, il y a des coups, il y a des objets qui se déplacent. Bon, ça, ok, on se dit, bon, ok, envoyez les photos. Après, souvent, il y a aussi des personnes qui nous contactent parce que leurs enfants, et les enfants sont souvent des êtres très sensibles, ou leurs animaux, qui sont des êtres très réceptifs, ont des comportements assez bizarres ou des peurs, ne veulent plus dormir dans leur chambre, alors qu'avant, ils dormaient dans leur chambre, mais depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison, ça se passe pas bien. Enfin, voilà, des changements de comportement comme ça, ou des craintes, des peurs, des sensations de la part de leurs enfants ou de leurs animaux qui vont leur mettre la puce à l'oreille. Mais ça peut être aussi des gens où rien ne va plus. Voilà, ils vont se sentir fatigués, rien n'aboutit, ils dorment, mais en fait, ils se reposent pas, ils ont des sautes d'humeur, leur couple, ça commence à battre de l'aile, mais sans raison aucune, tout semble bloqué, et puis en fait, ils se rendent compte que quand ils sont en dehors de la maison, en fait, ça va un peu mieux, mais dès qu'ils y retournent, ça va pas. En fait, ils ont d'abord fait le tour de tout ce qui est logique,
C'est-à-dire que voilà, la santé, bah oui, les problèmes financiers, le truc, tout ce qui était logique, ils l'ont épuré, puis ils ont pas de réponse, en fait. Ils ont pas de réponse et ça n'a pas de sens, en fait, au bout d'un moment et donc ils se disent: «Mais quand même, là, ça fait depuis qu'on est là, en fait, que ça se passe comme ça». Il y en a qui vont nous contacter, comme ça et puis, il y en a tout simplement aussi qui sont sensibles et qui vont dire: «Voilà, je sens des choses, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est, bon, pas bon, des fois j'ai peur, des fois, parce que bon, le fait de sentir une présence et d'avoir peur, ça veut pas dire que la présence, elle est Mmh. négative, hein. Ça veut juste dire que, ben, voilà, on sent une présence, cette présence, elle se fait sentir parce qu'elle a envie qu'on la sente. Donc parfois, ça peut être angoissant, mais ça veut pas pour autant dire elle nous veut du mal ou quoi aux caisses. Mais donc ils vont sentir ça et ils vont vouloir avoir un avis, et voir ce qui se passe. Ça peut être aussi une maison qui a plein de problèmes, c'est-à-dire qu'on a beau tout réparer, à chaque fois, il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité et que c'est un non-sens total et qu'on n'arrive plus à avancer dans les travaux, on n'arrive pas à investir le lieu et qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, il y a autre chose qui pète. On a acheté un ordinateur 6 mois après, il s'éteint et que, depuis qu'on est dans ce lieu-là, en fait, tout déconne quelque part, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des signaux. Globalement, en fait, c'est un ensemble et puis c'est surtout moi, j'ai envie de dire et ce que je dis souvent, c'est, ben, il faut faire aussi confiance à son intuition. On se dit: «Il y a quelque chose qui va pas». Voilà, j'arrive pas à mettre des mots, je saurais pas l'expliquer. Il y a quelque chose qui va pas et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce lieu. Parfois, on a une intuition, parfois, on a un sentiment qui nous habite. Ben, c'est juste de s'écouter, de faire la démarche de demander à un médium de regarder, même si, c'est pas pour tout de suite faire une purification, ça a quand même un coût, mais au moins, en fait, de regarder et de voir, ce qui se passe. Mais globalement, les gens, ils ressentent, en fait, beaucoup, sur leur énergie, sur leurs états émotionnels, sur, leur vie, comment elle se déroule et puis dans la maison, ça va être, plein de choses qui déraillent, qui vont pas et quand il y a des enfants et des animaux, généralement, eux aussi, ils donnent des signaux. Est-ce qu'on est plus sujet, aux énergies, «négatives» entre guillemets quand on vit dans un appartement, dans un immeuble, par rapport à une maison ou une habitation individuelle ou alors pas forcément? Pas forcément, non. Non, pas du tout, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre de la terre, ça va dépendre de comment c'est non, pas du tout. On peut avoir un super appartement, hyper énergétique alors que l'immeuble, lui, il est pas super cool. C'est rare, mais c'est tout à fait possible. Et puis on peut avoir une super belle maison, mais alors quand on est à l'intérieur, c'est une horreur. Parce que voilà, donc en fait, non, il y a pas de là, il y a par contre là-dessus, il y a pas de règle. Après, j'aurais tendance à dire que énergétiquement, les villes sont beaucoup plus chargées que, les campagnes, mais encore une fois, c'est pas une règle absolue parce que même dans les campagnes, quand on va dans des maisons avec des histoires et des histoires qui sont parfois lourdes, ben, les maisons, elles sont très, très, très chargées. Est-ce que vous avez, peut-être un exemple, de purification que vous avez effectuée avec, des énergies ou des entités, bloquées? Oui, oh bah, j'en ai plein. Quel exemple je pourrais vous donner? Ben, très récemment, en fait, on a fait une purification, de allez, combien de temps? 6 heures et demie. On était 4, on a passé 6 heures et demie. On a dû passer toutes les pièces de la maison, on a dû passer le terrain, on a dû passer, enfin c'était une purification qui était très lourde. Il y avait beaucoup d'entités qui étaient pas sympas. Du coup, en plus, les 2 adultes, en fait, qui vivaient dans la maison, avaient été un peu empiétés, donc on a dû aussi faire un travail sur eux et ce qu'il y a de rigolo alors après je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait des défunts qui étaient complètement perdus et puis il y en avait mais partout, ça grouillait de partout. C'était, impressionnant, et surtout, comment dire? Des défunts qui étaient vraiment dans une grande souffrance, en fait et en fait, eux, dès qu'on a eu fini la purification, ben, c'est marrant, ils ont recommencé à investir leur espace alors qu'ils avaient abandonné, ils y arrivaient pas et ce qu'il y avait de rigolo, c'est qu'on leur disait la première chose qu'on leur a dit, en fait, c'est: «Mais on comprend pas, en fait, ce terrain», parce que c'était super beau, c'était en pleine nature avec un terrain verdoyant, magnifique. Mais alors par contre, je disais: «Mais c'est pas possible, il y a pas d'énergie. Le terrain, il est vide». Bon, il y avait eu de la magie, il y a eu plein de choses, donc on a fait tout le travail, mais le terrain, il était complètement mort et en fait, la première chose qu'elle nous a dit, la dame, quand on a fait le diagnostic, c'est: «J'ai beau mettre mon potager, des plantes, n'importe quoi, il y a rien qui prend, tout meurt et pourtant j'ai la main verte». Et donc quand la première chose qu'elle est partie faire en fait après la purification, c'est justement d'acheter une plante et en espérant évidemment que bah, voilà, ça y est, c'est bon, enfin mes plantes elles vont pouvoir enfin je vais pouvoir me faire le joli jardin dont je rêve parce que tout ce qu'elle mettait en place en fait, ça mourait et voilà, après en purification de lieux, j'aime bien en citer une qui était assez, parlante, c'est, j'avais ma meilleure amie en fait, quand j'allais chez elle, donc encore une fois toujours fermée dans ma tête, son fils, pleurait des heures et donc un jour je me dis: «Bon,
et je les vois, ils étaient avec des cernes noires, ils en pouvaient plus. Moi, j'étais arrivée à 8h, le petit, il était 11h, il pleurait encore. Et je sais pas, il avait 2 ans, hein. Et là, je m'ouvre et je vois un papy complètement en panique, qui a été complètement excité. Donc, je dis à ma copine, bon, écoute, je vais faire quelque chose. Elle me dit, bon, surtout, t'en parles pas à mon copain, parce que lui, il avait peur de ça. Donc, je dis, oui, je lui fais un soin magnétique à distance. Et je me suis mis contre le mur. Et en fait, j'ai commencé à faire ce qu'il fallait. Donc, à parler au papy. Il y avait aussi une entité qui était pas très jolie. Je l'ai poussée, je l'ai virée. Et le petit s'est endormi en 2 minutes. Et on est revenu après, parce que dans la maison, il y avait d'autres choses. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je dis, dans ce milieu-là, c'est un peu particulier, c'est que moi, je suis rentrée chez moi un peu tranquille. Et justement, tout à l'heure, vous me demandiez, mais est-ce que vous, c'est pas néfaste pour vous? Ben si, ça peut l'être, surtout si je fais pas attention à moi et si je mets pas les bonnes protections. Donc moi, je suis rentrée chez moi. Et puis pendant une semaine, j'ai fait les montagnes russes, j'étais pas bien. Mais comme à cette époque-là, j'étais un peu émotive, j'étais pas forcément bien dans mes pompes, je me suis dit, bon, ok, c'est dans ma vie, ça va pas, ça va passer. Et un matin, je me lève, je descends boire mon café, et là, j'entends taper dans le mur. Bon, ok, je me retourne, rien. Je me remets à laver ma tasse, bim, ça retape dans le mur. J'avais des voisins, hein, donc ça pouvait être les voisins. Je monte dans ma chambre, je me mets à travailler. Tous les livres posés à côté de mon lit, qui étaient très bien posés, qui n'avaient pas du tout lieu de tomber, sont tombés. Donc là, je me dis, tiens, bon, ok, je remets les livres. Et puis, j'avais 2 mansardes. Et là, j'entends un balabam dans la mansarde. Je me dis, mais c'est quoi le truc, quoi? Et du coup, je regarde dans la mansarde. Et bon, il y a un truc qui est tombé. J'y avais pas été. Ok, très bien. Donc là, je commence à me dire, bon, vous n'allez pas commencer à me chauffer, vous me laissez tranquille. Et le soir, je me sentais pas bien. J'ai dit, bon, je vais danser. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'étais accrochée. Et que ce qui m'avait accrochée, c'était ce qu'il y avait chez mes amis. Parce que je m'étais pas protégée. Donc, il m'a dit, bah, très bien, je pars. Par contre, puisque tu m'as fait ça, tu vas payer. Et donc, il s'est accroché. J'ai tout de suite appelé quelqu'un pour me faire aider, évidemment, parce que je ne m'en sentais pas la capacité. Il y a des choses qui sont pas très sympathiques. Et même moi, hein, je peux en avoir fait les frais parfois. Bon, maintenant, je suis un peu plus vigilante, mais ça peut encore m'arriver. Et surtout quand je fais des purifications, c'est là où il faut être le plus vigilant, en fait, parce que c'est là où on dépense le plus d'énergie. C'est là où aussi, souvent, il y a des choses qui sont très lourdes et très chargées, que ce soit purification de lieu ou purification individuelle. Parce que je fais les deux, en fait. Et comment vous y prenez pour purifier les lieux? C'est des prières, vous envoyez de l'énergie? Enfin, vous avez quoi comme Ça va méthode? être... alors moi, je fais pas de prière. Parfois, je peux utiliser des bougies ou l'encens si ça va aider à alléger. C'est beaucoup, je vois, je vais intervenir, je vais poser des intentions, je vais discuter avec les défunts, quand c'est les défunts. Si de la géobiologie, énergétiquement, en fait, je vais envoyer des énergies, je vais poser des intentions. Je travaille aussi avec des êtres spirituels qui m'aident. Donc, je vais appeler, en fait, ce qui va m'être utile, hein, comme on pourrait appeler un ange, voilà. Bon, moi, j'ai des êtres particuliers. Vous êtes guidé, en fait? Enfin... Oui? Non, Non? je sais pas si je suis... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, je me laisse porter en fonction de en fait, je priorise en fonction de ce qui m'attire en D'accord. premier. C'est-à-dire que si, par exemple, je me dis, oh là, j'ai vu un défunt, mais qu'il y a un autre truc qui m'appelle et que j'arrive pas à me l'enlever de la tête, ça veut dire qu'il faut que je commence par là-bas, donc je vais là-bas. Après, en fait, c'est vraiment comme un dialogue, en fait. C'est comme quand vous parlez avec une personne, vous êtes capable de lui répondre parce qu'il vous a posé une question et puis lui, il va rebondir sur ce que vous dites et vous allez rebondir. C'est un dialogue constant entre la maison, les énergies, tout ce qui se passe et on essaye, en fait, d'apporter. Et en fait, en fonction de l'attitude, en fonction de la problématique, on va soit passer par la prière, effectivement, soit on va appeler des êtres, soit on va négocier, soit on va parler, soit on va envoyer des énergies bienveillantes, soit on va en fait, on va mettre en place tout un tas de choses. Ça peut être aussi de la prière, ça peut être aussi de la musique, ça peut être aussi du tambour, ça peut être aussi... En fait, on va apporter quelque chose qui passe et qui va venir libérer. Donc, mais globalement, en fait, moi, je le fais avec mon énergie, la négociation et des êtres avec lesquels je travaille. On dit que les lieux ont une mémoire. Qu'est-ce que ça signifie, Oui. en fait, concrètement, ce terme? Ça signifie, pour vous donner un exemple, une fois, j'ai été dans un appartement et j'ai senti tellement de violence, mais c'était horrible. J'entendais hurler, j'entendais des cris, j'entendais des insultes, je voyais des coups. Donc, je fais le tour de l'appart pour faire le diagnostic, je vais voir la personne et je lui explique ce que je vois. Elle me dit, mais c'est dingue, depuis qu'on est dans cet appartement, en fait, avec mon conjoint, on n'arrête pas. Et parfois, on en est mis aux mains, ça ne nous était jamais arrivé. Bon, ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, et en fait, la mémoire d'un lieu, c'est énergétiquement qu'est-ce qui va s'imprimer, en fait, dans le lieu et qui, du coup, va se réactiver avec les personnes qui vont venir l'habiter. Il faut savoir que
parfois les gens ils me disent: «Mais je comprends pas pourquoi j'ai atterri là-dedans». Bah, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a attiré, il y a une résonance qui s'est faite, une réponse ou une résonance et finalement elle s'était rendue compte qu'il y avait, dans son couple, en fait, il y avait une porte ouverte à ça et que du coup, ben, eux, quand ils ont choisi cet appartement, il y a quelque chose qui a appelé, il y a quelque chose qui s'est et ça a influencé. Ça influence, en fait. La mémoire d'un lieu peut influencer et peut, en fait, bloquer. Parce que si, par exemple, alors là, c'est plus l'âme de la maison, mais ça participe aussi de la mémoire du lieu. C'est-à-dire que la mémoire, en fait, elle imprime des informations et donc elle va nourrir ces informations. Si par exemple ça a été une maison complètement familiale et que vous voulez en faire par exemple un Airbnb, bah peut-être que votre Airbnb ne marchera pas parce qu'en fait la mémoire du lieu, l'énergie de l'âme du lieu, c'est pas du tout ça et donc il y aura toujours un problème et au bout d'un moment vous allez abandonner et puis finalement vous allez peut-être choisir d'aller y vivre ou de la vendre et ce sera exactement ce qui avait enfin ce que le lieu souhaitait quelque part. Donc la mémoire c'est qu'est-ce qu'il y a eu comme vécu qui vient se diffuser, qui reste encore présent et qui peut influencer le vivant. Dans beaucoup de cultures et de traditions, lorsqu'on emménage dans un lieu, les nouveaux habitants effectuent tout un tas de prières, des fumigations, des rituels pour purifier les lieux. Beaucoup moins en Europe et dans le monde occidental, mais dans d'autres pays du monde, c'est des pratiques qui sont courantes et qui se font de génération en génération. Est-ce que vous-même, vous avez des pratiques que vous recommandez de faire ou que vous faites pour vous-même lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison où vous allez quelque part? Alors oui, mais de manière très légère. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens, c'est de prendre possession des lieux. C'est-à-dire, je vais habiter. C'est pas j'occupe un espace, c'est je l'habite. Donc, c'est déjà de toujours, vous voyez, on parle toujours de la déco. Oh, la déco, ça va. Non, en fait, la déco, c'est aussi un moyen d'habiter son espace et d'en prendre possession et donc de vivre quelque chose avec lui. Donc, je dis toujours aux gens, ben voilà, visualisez, mettez en place comme vous voyez les choses, comme vous avez envie de les mettre en place, prenez possession du lieu. Ensuite, s'il y a des pièces qui vous dérangent, etc., ben vous pouvez utiliser un peu de sauge, une bougie, et puis, et par contre, j'insiste toujours, c'est si vous sentez qu'il y a de la lourdeur ou s'il y a quelque chose qui vous dérange, faites-vous confiance et vous demandez en fait à ce qu'il y ait une prise en charge juste. Et pas oui, tu pars, tu dégages, c'est pas je récure à la javel en fait, c'est toujours voilà, de mettre un peu de justesse et de bienveillance en fait, parce qu'il y a des défunts qui peuvent être gênants, mais qui ne sont pas pour autant méchants, c'est juste qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont besoin d'aide. Et donc voilà, moi je suis pas pour faire du mal à un être vivant, mais je suis pas pour faire du mal non plus à un défunt en fait, une personne défunte. Et donc du coup, et c'est aussi pourquoi pas de poser des intentions, en fait, de poser des intentions, voilà, et de se mettre en contact avec le lieu. Alors ça peut paraître bizarre, c'est peut-être de poser une main et sur un mur ou de rentrer dans l'appartement et de lui parler comme si c'était une personne, mais moi j'invite les gens à faire ça. Alors ça peut paraître dingue, mais c'est comme si on habitait chez quelqu'un et on va se faire un nouvel ami, c'est notre appartement, on va y vivre plein de choses. Donc moi je propose toujours de poser des intentions, de se faire confiance à dans son intuition, et puis régulièrement de comprendre que dans notre intériorité, et notre intériorité, c'est notre appartement, c'est là où on se permet aussi de vivre notre intériorité, eh bien, c'est bien aussi parfois d'aérer, voilà, de faire de l'espace, de faire du renouveau pour que tout ne stagne pas, parce que quelque part, tout ce qu'on y vit, on le dépose. Et donc, c'est de prendre conscience que si tout ce qu'on vivait, on devait le matérialiser par un petit carton, bah, parfois, il y a des maisons, en fait, les cartons, ils dépasseraient de partout. Alors qu'en fait, il s'agit juste de dire, attends, là, je fais un petit ménage, ce qui est obsolète, ça s'en va, ce qui a plus lieu d'être part, je prends un peu de sauge, ou je prends une bougie, je pose cette intention, et puis je fais mes prières ou je pose mes intentions, peu importe la terminologie. J'ouvre les fenêtres, j'aère et je fais circuler. En fait, je demande à ce que ça circule. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien conseiller. Pas plus, pas moins, parce qu'après, on touche à des choses où quand on ne voit pas, ben, ça peut plus détraquer que aider. Par contre, c'est vraiment dans cet état d'esprit Finalement, c'est pas l'objectif, c'est pas d'avoir un lieu neutre pour moi. L'objectif, c'est d'avoir un lieu où on peut y vivre et où chacun peut vivre et où les énergies peuvent circuler Et ensemble. est-ce qu'on vit forcément avec des entités, sans le savoir forcément? En tout cas, avec des défunts, oui. Il y en a partout, en fait, hein.
Honnêtement, j'ai encore, je crois, alors si là j'ai fait un diagnostic sur une maison, c'était rigolo, je crois que j'ai vu 4 entités, je me suis dit: «Waouh, génial, vous faites forcément quelque chose». Elle m'a dit: «Oui». J'ai dit: «Bah, ça marche bien». Voilà, parce qu'il y en avait pas beaucoup pour une grande maison. Mais sinon, oui, il y en a partout. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, même moi, quand je fais une purification, bien sûr que je mets des protections, mais que les défunts puissent passer par là, repartir. Euh, Enfin, c'est comme quand vous traversez la rue, eux, ils traversent les murs. Mmh. Donc, en fait, ils peuvent très bien traverser l'appartement, comme il y en a qui peuvent s'arrêter un temps puis repartir, comme il y en a d'autres qui vont rester chez vous parce qu'en fait, la cuisine, ça leur rappelle leur cuisine ou parce ils aiment bien l'énergie du lieu. Mais tant qu'ils ne sont pas gênants, en fait, pour moi, c'est pas gênant. Mais oui, on vit quasiment tout le temps avec des défunts. Et est-ce qu'ils nous voient comme nous, on voit notre environnement, ou est-ce qu'ils ont une vision différente? Ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie de voir, en fait. Ils ont une vision plus grande. Alors, ils m'ont jamais montré ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, mais je pense que ils peuvent nous voir comme comme on se voit nous. Mais ils ont aussi une vision de notre intériorité, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, eux, ils pouvaient se brancher à tous nos ressentis, tout ce qu'on est en fait. Et donc du coup, ben c'est pour ça que moi, par exemple, quand je parle avec un défunt, j'ai pas besoin de lui parler à voix haute. J'ai pas, en fait, c'est comme si je mettais une connexion à lui et du coup, ben j'ai pas, enfin, je parle dans ma tête, je lui dis des phrases, je pose des intentions, mais j'ai pas forcément besoin de le dire à voix haute. Et eux, c'est pareil, en fait, ils voient notre intériorité. Avant même, et c'est d'ailleurs à ça plus qu'ils s'attachent qu'à ce qu'ils voient à l'extérieur. Ouais, heureusement, hein, parce que moi, il y en a plein qui sont déjà venus me voir dans ma douche, quand j'étais aux toilettes, voilà, c'est-à-dire quand je vais avoir un rendez-vous, ah bonjour, je suis le prochain. Ouais, non, mais alors là, je suis dans la douche, on va attendre un petit peu, hein, voilà, merci, mais non, merci. Et voilà, et forcément, on se dit, non, mais là, je suis à poil. Lui, il en a rien à faire, en fait. Ma cousine, la dernière fois, elle a dit quelque chose de rigolo, parce qu'il y avait, alors rigolo, il y a un de ses clients qui était décédé, et malheureusement, et puis elle était sous sa douche, et puis il vient me voir, et il dit, j'avais toujours rêvé de faire ça, donc je suis venue. Et là, elle se dit, ok, donc déjà, première info, je suis toute nue sous ma douche, vous venez me voir et vous me dites ça. Deuxième info, bah en fait, là, ça veut dire que vous êtes mort. Et quelques temps, peut-être 2 jours après, sa fille appelle, elle dit, oui, je sais, votre père est venu me voir. Elle me dit, c'est trop fort, il a toujours dit qu'il ferait ça. Donc, voilà, donc en fait, après vous dire, est-ce qu'il a vraiment regardé son corps nu sous la douche, j'en sais rien, mais en tout cas, mais oui, il nous voit, bien sûr qu'il nous voit. Et est-ce qu'il y a des objets en particulier ou des choses à effectuer pour avoir une énergie, une vibration plus haute dans sa maison, son appartement? Moi, non, je dirais plus justement de faire attention aux objets qu'on ramène, parce que chaque objet a son âme et que voilà, surtout pour ceux qui sont un petit peu brocanteurs, chineurs, etc., de faire attention à ça. Après, ça peut être sympa. Ben, en fait, voilà. Moi, j'ai pas de règles. En revanche, ce que je dis souvent aux gens, c'est que s'il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous attire très fort, eh ben prenez-le, c'est pas pour rien. Je vous donne un exemple. La première fois que j'ai été dans un magasin d'ésotérisme, franchement, j'étais vieille. Je devais avoir 22-23 ans. Et donc je rentre, j'avais aucune notion de vocabulaire, de quoi que ce soit dans l'ésotérisme. C'était pas vraiment mon univers à cette époque. Et là, je vois une grosse bougie, quoi. Et je fixe. Alors, il y en avait plein, hein, il y en avait une centaine des bougies pareilles. En fait, c'est une neuvaine dont je parle. Et donc, je fixe sur elle et je me dis, c'est quoi ce truc? Attends, elle m'appelle. Donc, je vais la prendre et je dis, ah, mais je sais pas ce que c'est, mais je sais pas, elle m'attire, j'ai trop envie de la prendre. Et le monsieur me dit, bah voilà, c'est une neuvaine. Je lui dis, mais c'est quoi une neuvaine? Donc, il m'a expliqué. Et donc, c'est un objet religieux quelque part, hein. Bah, je l'ai pris. Pourtant, c'est pas forcément ma religion, hein. Enfin, j'ai pas tellement de religion, mais du coup, je l'ai prise. Mais parce que vraiment, il y avait quelque chose qui. Et du coup, je l'ai utilisée comme il faut l'utiliser, cette fameuse neuvaine, et il s'est passé plein de choses. C'était juste extraordinaire. Donc, je sais pourquoi je l'ai prise. Et donc, j'ai envie de dire, bah, c'est d'agir un peu comme ça. Et de voir en fait ce qui nous parle, ce qui nous attire et ce qu'on a envie d'y mettre. Après, c'est pas la peine de trop surcharger, c'est pas la peine de se dire oui, mais on m'a dit que si je mettais ça. Non, faites à l'intuition. Faites à l'intuition. C'est vraiment la meilleure chose. Il y a des pierres qui peuvent être super pour calmer, par exemple, la labradorite, ça va être génial pour calmer, pour apaiser. La métiste aussi. Voilà, il y a des pierres comme ça qui peuvent être calmantes. Et puis, il y a d'autres pierres qui vont tenir un peu éloigné les mauvaises énergies, comme la tourmaline noire, etc. Mais voilà, c'est à utiliser avec parcimonie, dans des lieux particuliers. Et pour moi, c'est vraiment de privilégier, de privilégier votre instinct et votre intuition, sans surcharger, justement. Et pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ?
Si je devais juste conclure, c'est de dire, parfois dans une maison, habitée ou quand on se sent suivi, on a très peur et la peur, ils adorent les défunts. Donc je vais pas vous dire de pas avoir peur, mais fiez-vous à qui vous êtes et à vos évidences et dites-vous que vous trouverez une solution quoi qu'il arrive. Donc finalement, combattez cette peur par le fait que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez faire appel à des gens, que vous avez des capacités vous aussi à pouvoir dire stop et repousser ce qui est venu un petit peu vous ennuyer. Parce que c'est vrai que quand on vit une situation comme ça, c'est un petit peu difficile. Et ben, il y a toujours une solution. Et moi, je dis, quand on sait ça et quand on se le dit, franchement, ça rassure et ça donne moins de pouvoir aux défunts ou aux énergies, en tout cas, qui nous ennuient un petit peu sur nous, en fait. Voilà, ça serait peut-être la seule chose que je dirais. Un grand merci, Perle Louise, d'avoir été notre invitée pour votre témoignage. Pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur vous et ce que vous proposez, où est-ce qu'on peut vous retrouver et sur quel réseau on peut vous suivre? Eh bien, je suis sur Instagram, Perle Louise Médium. Je suis également sur Facebook, Perle Louise. J'ai aussi une page Perle Louise Médium Artiste sur Facebook. J'ai un site internet, perlelouise.fr. Et puis voilà, je mets de temps en temps des petites vidéos sur YouTube. Les réseaux sur lesquels je suis quand même le plus actif, c'est Facebook et Instagram. Et donc là, on peut m'y retrouver plus facilement. C'est le moment d'écouter les artistes de la playlist découverte avec une sélection de titres inspirants. Nous partirons tout d'abord pour une balade en bateau avec Mélane, qui est un rappeur originaire de Toulouse, avec le titre Nouveau départ. Mélane qui vient tout juste de sortir un nouvel album qui s'appelle Angle mort. Nous écouterons ensuite Naman, qui est un artiste aux influences reggae, originaire de Normandie, avec le titre Love is Allowed, un titre plein de sagesse qui a 3 ans déjà, mais qui est toujours plus que d'actualité. Nous retournerons écouter une seconde fois Mélane avec le titre Angle mort, qui est une magnifique chanson pleine d'émotions et un très beau clip très inspirant et original, rempli de magie et de poésie, que vous pouvez également retrouver sur YouTube. Nous écouterons ensuite le dernier titre de Naman, qui a une superbe vibe également, je trouve, et qui est sorti ce mois-ci et qui s'appelle Lucky Day. Et pour terminer, nous écouterons Rihab, qui est un DJ et producteur néerlandais d'origine marocaine, avec le titre All Comes Back to You, avec un clip plein de good vibes, où on a l'impression d'accompagner une superstar en tournée, de vivre les mêmes moments que lui, et c'est plutôt cool. On commence tout de suite avec Mélane et le titre Nouveau départ, et on se retrouve juste après. C'est la playlist découverte, avec une sélection spéciale de titres inspirants, avec Mélane, Naman et Rehab, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Un grand merci à tous ces artistes pour la vibe, de nous inspirer et de nous transporter. Merci également à Perle Louise pour nous avoir partagé son expérience et nous avoir apporté son témoignage. Vous pouvez retrouver Perle Louise sur son site perlelouise.fr et sur Facebook et Instagram. Pour connaître le thème et la date de la prochaine émission, vous pouvez vous abonner aux pages d'Adophone Web Radio sur Facebook et Instagram et également me suivre sur Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et on se retrouve très bientôt dans On vous dit tout pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Adophone.